Les journalistes et les caméramans et photographes. Madame, vous êtes bien Étienne Dominique Marie Victorine, oui. Né à Charleroi en 1954 et habitant à Courcelles. C'est cela, Monsieur le Président. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Merci, Madame Étienne. Merci. Le 22 novembre 1995, vous avez été requis par le premier substitut Sommeville à la suite d'un viol et d'une tentative de meurtre qui avait été commis quelques heures auparavant à Aubais. Quels actes d'instruction avez-vous instruits à ce moment? Et quelle était votre saisine en somme? Le 22 novembre 1995, assez tôt dans la matinée, ce dossier est amené dans mon cabinet. L'instruction est faite donc par... la mise à l'instruction se fait par monsieur le substitut Sommeville. Il y a dans le dossier, à ce moment-là, 2 documents. Le premier qui est un procès-verbal établi par monsieur le substitut Sommeville, parce que nous ne sommes pas encore en possession du procès-verbal initial qui doit être établi par la gendarmerie de Pontassel. Ce procès-verbal est assez succinct et relate en résumé les faits, c'est-à-dire une jeune fille qui se fait agresser par un homme qui la menace d'un couteau, probablement agression sexuelle, parce que disons qu'il n'y a pas encore beaucoup d'éléments à ce moment-là, probablement agression sexuelle. Ce procès-verbal est indispensable parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans cette farde, dans le dossier qui est mis à l'instruction. Et monsieur le substitut me demande d'instruire et d'ordonner une exploration corporelle. Donc c'est le premier devoir qui est fait par moi, c'est de demander au docteur Duverger d'examiner la victime qui a été emmenée à l'hôpital, de faire une exploration corporelle, ce qui entraîne évidemment tous les prélèvements nécessaires. C'est le set d'agression sexuelle qui est utilisé dans ces cas-là. La commission voudrait apprendre pourquoi vous avez immédiatement désigné la police judiciaire en tant qu'unique service de police enquêteur, alors que les premières constatations étaient faites, comme vous le mentionnez vous-même, par la gendarmerie de Pontassel. Alors que peut-être les 2 services de police auraient pu collaborer dans un premier temps. Je n'ai pas désigné la police judiciaire personnellement. Lorsque le dossier est mis à l'instruction, donc j'ai dans ces cas-là extrêmement peu d'informations puisqu'il n'y a pas de procès-verbal initial. Donc à la limite, c'est quelqu'un du parquet qui vient déposer le dossier, mais je ne sais même pas qui... Enfin, ça apparaît dans le procès-verbal de M. Sommeville, mais à la limite, je n'ai pas de détails puisque je n'ai pas de procès-verbal initial. Ce procès-verbal initial arrive dans l'après-midi, à une heure que je ne peux plus préciser, ça doit être vers la fin de l'après-midi. Immédiatement, lorsque je suis saisie d'un dossier,
De cette manière-là, je me renseigne immédiatement. Je demande au parquet qui s'occupe de ce dossier, qui a été chargé immédiatement, parce qu'il y a toujours quelqu'un de chargé. Avant l'intervention du juge d'instruction, quelqu'un est toujours chargé, que ce soit gendarmerie, police ou police judiciaire. Et donc on m'a dit que la police judiciaire était en charge de ce dossier. Donc les premières informations me viennent uniquement de la police judiciaire. Donc je n'ai aucun contact avec la gendarmerie qui transmet uniquement son procès-verbal initial, donc le jour même dans l'après-midi. Donc personnellement, je n'ai pas fait le choix de la police judiciaire, mais disons que le choix de la police judiciaire est dans ce cas-ci normal, puisqu'il s'agit d'un crime de sang et que la répartition se fait de cette manière-là. Pour les crimes de sang, la police judiciaire enquête toujours. Mais et ici, il faut savoir qu'il y avait... Oui. C'était présenté, c'est bien l'instruction pour viol, mais bon, avec les explications que j'obtiens immédiatement, parce que directement, par téléphone, j'essaie d'obtenir un maximum de renseignements pour savoir ce qui se passe, et on parle de tentative d'assassinat. Enfin, c'est bien l'instruction pour viol. Mais on vous a donc dit dès le début que c'était plus qu'un viol, puisqu'il y avait également une tentative de meurtre. Alors, je voudrais quand même vous poser une question. C'est vous qui menez l'enquête, vous êtes le juge d'instruction. Est-ce que vous considérez que c'est normal que le parquet dit quel est le service de police qui traite l'affaire? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas l'autorité de choisir vous-même la police qui doit effectuer le travail, même de demander peut-être la collaboration aux services qui se sont occupés de l'affaire? Nous en avons la possibilité. Nous en avons la possibilité. Par exemple, nous pouvons avoir un dossier dans lequel il y a très peu d'éléments au départ, qui peut venir par exemple d'une police communale et qui s'avère être un dossier financier que l'on estime qu'une police communale ne pourra peut-être pas, qu'il vaut mieux un service plus adéquat ou des enquêteurs plus spécialisés. Donc nous pouvons à ce moment-là décider de requérir soit la police judiciaire ou la gendarmerie ou la BSR. On a toujours la possibilité de le faire, mais il est évident qu'en pratique, on peut imaginer, quand une affaire vient à l'instruction et qu'elle est déjà commencée depuis un certain temps, que de nombreux devoirs ont déjà été effectués, il paraît difficile, pour une raison, sans raison précise, de changer de service de police. Il faut un motif. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai changé, quand il m'est arrivé, heureusement rarement, de devoir changer de service de police, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison précise. Soit que le dossier n'avance pas, ou que j'estime qu'ils ne font pas ce qu'il faut, qu'ils n'arrivent pas à ce que je veux et que je préfère changer. Ici, la commission apprend de votre part quand même qu'au début, vous savez, dès le premier moment, qu'il y a encore un procès-verbal qui doit rentrer, qui vient de la gendarmerie de Pont-à-Celle, c'est vous-même qui l'avez dit. À ce moment-là, est-ce qu'il vous semble normal que la gendarmerie de Pont-à-Celle perd cette affaire, pour ainsi dire, pour la police judiciaire? Oui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anormal. Lorsqu'il y a meurtre, cela se passe toujours de cette manière-là. Ici, bon, heureusement pour la victime, elle s'en est tout à fait bien sortie. Mais lorsqu'il y a meurtre, c'est une situation qui se présente presque chaque fois. Il y a un service de police qui est averti, soit par un voisin, ou peu importe, ou une personne qui va déposer plainte. Ça peut être à la gendarmerie, à la police. Donc on a un procès-verbal initial. Mais alors dans ces cas-là, s'il s'agit d'un cas grave, par exemple meurtre, la police ou la gendarmerie avise toujours le parquet, bien entendu. Et s'il s'agit de crimes de sang, la police judiciaire est désignée chaque fois. Donc ce n'est pas une situation, ce n'est pas du tout une situation anormale. Et en plus, disons que toutes les informations me sont données dès le départ. Et dès le départ, d'ailleurs, cela apparaît dans le procès-verbal initial de la gendarmerie. Il est clairement dit que toute la suite de l'enquête se fait par la police judiciaire. Mais là, moi, je ne suis pas intervenue. Ce sont des ordres donnés par le parquet. Ce sont les avis au parquet. La gendarmerie prévient le parquet. La police judiciaire est avertie, je crois, directement par la centrale, ça je ne sais pas, ou par M. Sommeville, ça évidemment, je ne peux pas le dire. Mais enfin, ils sont immédiatement avisés et ils descendent d'ailleurs, lorsqu'on regarde les heures des procès-verbaux, ils descendent tout de suite sur place. Donc ils interviennent également, ils n'interviennent pas le lendemain. C'est une intervention qui est directe et je crois qu'ils sont en possession
me semble-t-il, de tous les éléments matériels, enfin, qui en plus étaient... Vous vous êtes rendu compte presque immédiatement que c'était une affaire assez grave, Oui. surtout après les coups de téléphone que vous avez eus avec pour obtenir encore de plus amples informations, à part le procès-verbal que M. Somville avait dressé. Oui, j'ai notamment eu des informations du médecin légiste. Parce que dans ce genre de cas, je suis toujours en contact immédiat, j'essaie d'être en contact le plus rapidement possible avec le médecin légiste, qui est la personne qui peut me donner des renseignements sur la victime, sur l'état de la victime. Alors, c'est de cette manière-là que j'ai appris très rapidement qu'en fait, c'était un miracle, je crois. Si cette jeune fille a pu s'en sortir, je pense que c'était un peu un miracle, parce que le médecin m'a décrit la blessure au cou. Il y a des photos d'ailleurs qui ont été prises et que j'ai vues par après, mais il m'a dit c'est terrible, c'est vraiment, on a vraiment voulu la tuer. Deuxième question, le 23 novembre 1995, il est procédé à une descente sur place, en présence même de la victime, mais sans que vous soyez présent. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas organisé une reconstitution à ce moment-là? Il n'y a pas eu de descente, c'est-à-dire dans un dossier meurtre en général, il y a descente, à la demande du parquet d'ailleurs. Nous sommes saisis d'un dossier et le parquet nous demande de descendre. Donc il y a une descente qui se fait avec selon les cas, soit médecin légiste, balistique ou le procureur du roi, enfin substitut, mon greffier et moi-même, ainsi que les enquêteurs évidemment. Ici, il n'y a pas eu de descente parce que nous ne connaissions pas l'endroit des faits. Le jour même, personne n'a pu localiser, c'est ce qui m'a été dit et c'est ce qui apparaît d'ailleurs des procès-verbaux. Ils m'ont dit l'endroit n'est pas localisé, donc on ne peut pas descendre à un endroit que l'on ne connaît pas. Et ils sont allés le lendemain. Le lendemain, ils m'ont expliqué qu'effectivement la victime avait pu dire où l'agression s'était passée. Et on a retrouvé une écharpe, un soutien-gorge et pas d'éléments autres, pas d'indices matériels autres, malheureusement. Et il n'était pas nécessaire d'aller voir sur place. Je savais qu'il y avait une écharpe, je savais qu'on avait retrouvé un soutien-gorge qui avait été enlevé par l'auteur de l'agression. Et on a pu, plus ou moins par rapport à un ancien pont de chemin de fer, trouver l'endroit. Bon, évidemment, ce n'est peut-être pas un mètre près, ça, la victime ne peut probablement pas le dire. Mais la qualification, à ce moment-là, c'était en tout cas le viol, et il y avait déjà les informations pour la tentative de meurtre. Pourquoi, à ce moment-là, lorsque vous apprenez que la victime est allée sur place et qu'elle peut donc indiquer l'endroit, pourquoi il n'y a pas eu de reconstitution à ce moment-là? Peut-être ils auraient pu vous contacter. Non, une reconstitution ne se conçoit, soit que c'est une descente immédiate, ce qui ici n'était pas possible, puisqu'on ne connaissait pas les lieux, ou alors on fait une reconstitution, mais une reconstitution lorsque nous avons un auteur. Lorsque nous n'avons pas d'auteur, nous n'avons pas la reconstitution, souvent, n'apporte absolument aucun élément. Nous avons la victime qui explique ce qui s'est passé, où cela s'est passé. Les indices matériels sont relevés, il y en a ou il n'y en a pas. Nous avons les déclarations, l'enquête commence. Mais il n'est pas nécessaire à ce stade de faire plus, en fonction, en tout cas, des éléments que nous avions ici dans le dossier. Si par contre nous avions eu un auteur, évidemment, une reconstitution aurait été faite. Je viens maintenant au rapport qui a été établi par le comité P qui fait état de plusieurs dysfonctionnements. Le premier, c'est qu'on dit qu'il a été procédé à une enquête de voisinage, probablement ainsi qu'il est apparu par la suite par 2 membres de la police judiciaire. Enquête au cours de laquelle un témoin très important a été entendu, mais on n'a pas dressé un procès-verbal. Et l'intéressé a été réentendu que le 22 août 1996, donc longuement après les faits. Êtes-vous au courant de cela? Non, je ne suis pas au courant. Je suis uniquement au courant par le procès-verbal initial et par ce qui m'en a été dit, par les rapports que j'ai eus avec les enquêteurs,
qu'une enquête de voisinage a été faite. La BSR, deux membres sont allés, donc c'était dès le départ, c'était négatif. La police judiciaire a encore fait des recherches dans le voisinage. Il y a d'ailleurs un procès-verbal à ce sujet, en interrogeant différentes personnes qui prenaient le train ou qui sortaient de la gare ou qui se trouvaient aux environs. Ils ont également, je crois, fait une enquête chez un médecin, voir les patients, les personnes qui auraient pu lui rendre visite parce qu'il est proche de l'endroit où se situe, en tout cas, la première rencontre entre l'agresseur et sa victime. C'est tout. Je n'ai jamais été au courant d'un autre élément et d'un témoin éventuel. Parce qu'en fait, le drame dans ce dossier, c'est que nous n'avons eu aucun témoin. Nous n'avons eu aucun indice matériel et aucun témoin, malheureusement. Alors, il est évident que si il y avait eu un témoin, bon, c'est un témoin visuel, c'était un élément extrêmement important parce que tout témoin peut à ce moment-là identifier une personne éventuellement sur photo. Mais évidemment ici, pas de témoin. Moi, je n'en ai pas eu connaissance. Et cela n'apparaît pas dans le dossier. En fait, pour être bien clair, ce que je connais de ce dossier, ce que j'en connais se situe dans le dossier. Et je n'en connais pas plus, à aucun égard, que ce qu'il y a dans les procès-verbaux. Je viens maintenant au deuxième type de dysfonctionnement. Toujours, c'est le comité P qui le signale dans son rapport. Il y a les analyses scientifiques. Première analyse, c'est qu'un suspect est soumis à une prise de sang, mais que d'autres, dont Dutroux, font l'objet d'un prélèvement de cheveux à des fins d'analyse, prélèvement dont on n'a toutefois rien fait. C'est quand même normal qu'on vous tient ou qu'on vous met au courant. Le nom Dutroux, à quel moment on vous a signalé que c'était peut-être un suspect potentiel dans l'affaire dite Daubet? Le nom de Dutroux m'a été cité par M. Letem. En fait, au départ, n'ayant aucun... Vous pouvez encore... Quelques jours, peut-être une semaine, quelques jours, non, ça je ne peux pas... Je ne peux pas le préciser. Au départ, il n'y a pas d'éléments matériels, donc pas de témoins, pas d'éléments matériels dont on puisse se servir pour faire avancer cette enquête. Quand j'en discute avec l'enquêteur, je lui dis, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc ça, c'est au début de l'enquête. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'établir des listings, des listes de personnes suspects potentiels, c'est-à-dire des personnes qui ont commis des faits semblables, agression sexuelle ou avec peut-être utilisation d'un couteau, chloroforme, puisqu'ici il y avait une particularité, disons que ce n'est pas fréquent que l'on trouve l'utilisation de chloroforme. Donc c'était un point très, très particulier, cette utilisation de chloroforme. Je veux dire, il faut essayer de faire une liste en prenant en plus une tranche d'âge malgré tout, ne pas prendre quelqu'un de 18 ans, puisque la victime dit qu'il s'agit d'un type européen, donc ne pas, par exemple, aller prendre un noir. Bon, il faut un peu serrer et choisir, donc d'après les tranches d'âge, ce qui a été dit par la victime, donc par la victime dans la description de l'agresseur, et d'établir une liste. Et de montrer des photos. Et c'est Nous de cette n'avions liste pas d'autres éléments. que le nom Dutroux est sorti par l'intermédiaire de M. Letem. Parce que qu'est-ce qu'il vous a dit? À un certain moment, il m'a parlé de Dutroux. Je lui ai demandé, bon, est-ce que vous commencez cette liste? Il m'a dit oui, mais enfin, c'est pas évident parce qu'il faut faire des recherches. Je dis, bon, je dis glaner des renseignements partout, les personnes libérées qui auraient pu commettre ce genre d'actes. Et il m'a parlé à un certain moment d'un certain Dutroux. Il m'a dit ça peut être quelqu'un, un suspect potentiel. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été condamné à de lourdes peines pour viol. Il m'a dit de jeunes filles qui avaient été violées. Et je crois qu'il m'a précisé qu'elles étaient relâchées, qu'elles étaient emmenées, mais relâchées. Et il m'a dit qu'il avait connu ce dossier, donc qu'il avait pensé à cette personne. Mais c'est tout. Il m'en a pas dit plus. Il a ajouté également, ça je tiens à le dire, que selon lui, la manière dont les faits se passent ne correspondait pas, de toute manière, aux agissements de Dutroux, d'après ce qu'il en savait, pour des faits donc, qui étaient anciens, en fait, qui s'avèrent être les faits de 1985. Il ne vous a pas parlé de Madame le substitut Troch, avec qui il avait parlé à ce point? Non. Non, ça c'est très clair. Dutroux m'est cité...
Et vous-même, le nom Dutroux, ça vous disait quelque chose? Non. Les antécédents? Non. Jamais Je n'avais jamais entendu parler de Dutroux. de Louis. Non. Alors quand même, la question que je vous avais posée, un suspect soumis à une prise de sang et d'autres Oui. pas. Pour en revenir à cela, donc c'est bien clair que je ne peux parler que de ce que je connais et ce que l'on m'a dit, évidemment. Dutroux est quelqu'un qui n'a pas plus d'importance en soi que d'autres personnes citées dans le dossier. C'est-à-dire que l'on prend des photos, on montre des photos aux victimes. Dutroux, il m'en a parlé. Et moi, j'ai compris qu'il m'en parlait parce que c'était quelqu'un qu'il avait connu dans un dossier. Il avait fait une enquête, donc c'était quelqu'un auquel il avait pensé, donc il connaissait ce dossier personnellement. Mais il ne m'en a pas dit plus. Donc Dutroux apparaît comme quelqu'un qui n'est pas plus suspect ou pas plus important que M. X ou M. Y, ou que les autres personnes dont les photos ont été montrées à la victime et qui sont citées dans le dossier. Il intervient au même niveau. Alors, pour une suite d'enquêtes éventuelles, M. Letem prélève ou fait prélever par le laboratoire des cheveux. Ça, c'est pour une suite éventuelle, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un réquisitoire adressé à l'INC pour analyse. Donc, on espère trouver une empreinte génétique. Alors, les cheveux sont pris dans ce but-là, dans le but, par après, si nous avons une empreinte génétique valable, de faire une analyse pour confondre un éventuel suspect. Alors, voilà pourquoi Dutroux, comme d'autres personnes d'ailleurs, il y a d'autres personnes citées dans le dossier, dont on a prélevé, sur lesquelles on a prélevé des cheveux également. Donc il n'y a pas eu un sort différent réservé à Dutroux qu'à d'autres personnes, dont je ne citerai pas le nom, mais dont on parle dans le dossier, et qui ont été entendues, et qui étaient aussi suspectées pour des faits de mœurs, bon, comme Dutroux pouvait l'être, d'après ce qu'avait dit M. Letem. La prise de sang, il y a une prise de sang qui a été faite sur une personne. En fait, il s'avère qu'au cours de l'enquête, le chloroforme me paraît très important. Je me dis, il faut essayer de trouver dans les pharmacies, essayer de trouver, de demander aux pharmaciens s'ils se souviennent ou s'ils ont des listes de personnes qui viennent acheter du chloroforme. Ça me paraissait un élément capital. Il y a donc des lettres qui sont envoyées donc, par la Ligue des pharmacies, donc dans le Brabant wallon, dans le Hainaut. J'ai moi-même des contacts téléphoniques avec plusieurs pharmaciens. Les renseignements m'avaient été communiqués par le médecin légiste, le docteur Botti. Il m'avait dit, il y a un tel que vous pouvez contacter. Donc, cette communication est faite dans les pharmacies. Et à Courcelles, une pharmacienne qui contacte donc la police judiciaire suite à cette lettre venant de la Ligue des pharmacies, je ne sais plus exactement comment cela s'appelle. Cette pharmacienne se souvient d'une visite dans la pharmacie qui lui a paru très curieuse. D'un homme qui se présente vers la mi-novembre dans l'officine, c'est-à-dire donc finalement peu de temps avant les faits, qui demande du chloroforme et qui demande si on peut tuer une personne avec du chloroforme. Qui ajoute en plus qu'il donne cours, qu'il est professeur dans une école en face, il se fait plus ou moins passer pour un policier français. Et il dit, d'ailleurs, il y a une affaire en France, on a retrouvé une femme morte. Bon, la pharmacienne trouve ça extrêmement curieux. Elle explique qu'elle essaie de poser des questions, d'en savoir plus. Puis il dit, non, je suis très pressée, je dois commencer les cours. Et il s'en va. Alors, cette pharmacienne fournit une description. Les enquêteurs, moi je leur dis, bon, il faut absolument retrouver cet homme. Parce que c'est une piste. En plus, il demande si on peut tuer avec du chloroforme. Il parle d'une femme tuée. Mais c'est en France. Mais enfin, des propos qui paraissent assez bizarres. Et les enquêteurs commencent leur recherche et trouvent une personne, arrivent à identifier une personne. Cette personne, finalement, s'avère avoir des pratiques sadomasochistes, a finalement reconnu avoir acheté à plusieurs reprises du chloroforme, a reconnu être bien la personne qui s'est présentée dans cette pharmacie, qui a parlé d'une femme, qui a demandé si on pouvait tuer, qui a parlé d'une femme morte, qui prétend qu'il se sert du chloroforme pour vérifier le regommage de timbres dans le cadre de la philatélie.
Bon, tout ça, il faut savoir que tout ça se passe très vite. Les auditions se passent très vite. Et je me dis à ce moment-là, cette personne, je me dis, ça ne va pas. En tout cas, il y a le chloroforme, on n'a que ça comme élément. Mais enfin, c'est un élément important. Tout le monde ne va pas utiliser du chloroforme dans une agression vis-à-vis d'une femme. Et là, je comprends la différence pourquoi Oui. chez cet homme, Il y a eu une prise de sang immédiate. c'est chez les autres des cheveux. C'est ça. Mais ce que je ne comprends pas du tout, c'est que les analyses qui devaient être faites ne sont pas du tout faites. En réalité, l'INC, parce qu'il faut reprendre la chronologie, au départ, donc avant d'entendre parler de cette personne avec le chloroforme, je fais un réquisitoire à l'INC, donc à l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Je demande d'examiner les vêtements et les prélèvements faits sur la victime afin de pouvoir établir une empreinte génétique d'une tierce personne, évidemment, éventuellement, puisque rien ne dit qu'on pourra en trouver une. Donc ça, c'était le but du réquisitoire à l'INC. À l'INC, le réquisitoire est du 8 décembre. Donc, examen des vêtements. Parce qu'il faut savoir que le docteur Duverger avait repéré et avait dit « il y a une tache suspecte sur un pantalon ». Alors, évidemment, il ne peut pas certifier que ça peut être du sperme, mais bon, c'est un élément important. Donc, nous espérons, enquêteurs et moi-même, nous espérons avoir une empreinte, pouvoir tirer une empreinte génétique de cette tache. Et ainsi, pouvoir faire d'autres analyses, éventuellement. Mais malheureusement, l'INC me contacte, et là, les contacts se font par téléphone. Et l'INC me dit, il n'y a rien sur le pantalon. Il n'y a rien. Ah, je me dis, ça me paraît... enfin bon, ça paraît assez bizarre. Le docteur Duverger dit, non, bon, j'ai bien vu quelque chose. Monsieur Letem, nous en parlons. Il dit, mais il y a quelque chose. Je téléphone à l'INC, donc j'ai un contact. Monsieur Letem lui-même téléphone à l'INC aussi. Il me dit, mais enfin, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans... je dis, mais en tout cas, bon, que ce soit normal, pas normal, l'INC dit c'est négatif. Bon. Nous décidons donc, alors à ce moment-là, enfin, je décide de transférer tous les prélèvements et les vêtements chez le professeur Cassimon. Et pour qu'il y ait un contact avec les deux, ce que je préférais, je demande à l'INC de s'occuper du transfert de tout. Mais comme il y a, à ce moment-là, il y a intervient ce personnage avec le chloroforme. Je décide tout de suite, parce que je trouvais que là, on avait des éléments, la personne étant sadomasochiste, on retrouve une photo, un poignard, bon, analysé, il n'y avait pas de sang dessus. On retrouve des photos, une femme, par exemple, suspendue par le cou, les poignets liés, etc. Lui est dominant, on se reconnaît dominant, donc je dis, c'est un personnage un peu bon. On peut s'y intéresser de plus près. Je décide de demander au docteur Boutier de faire immédiatement une prise de sang en disant, nous l'avons sous la main, faisons la prise de sang tout de suite. Il revient au palais, on fait la prise de sang. Et devant transférer tous les échantillons, enfin les prélèvements et les vêtements, devant faire transférer tout cela chez le professeur Cassimon, donc avec un réquisitoire complémentaire à celui adressé à l'INC, c'est-à-dire faire la recherche d'empreintes génétiques, je me dis, envoyons en même temps l'échantillon de sang. Plus nous gagnons du temps, mieux c'est. Mais il s'avère malheureusement assez rapidement, parce que le procès verbal, en fait, lorsqu'on entend la victime, on présente la photo de ce personnage à la victime et d'autres photos. C'est le 27 décembre, le procès verbal, je le reçois, en tout cas, sûrement pas avant le 3 janvier, puisque le transmis est du 3 janvier, donc il peut parfois y avoir un jour ou deux de plus. Enfin, on peut admettre le 3 janvier. Après, donc, les enquêteurs me disent, vous savez, de toute manière, identification sur photo tout à fait négatif, comme pour tous les autres d'ailleurs. Je dis, bon, ben, tant pis, si c'est pas lui, c'est pas lui. Mais je dis, moi, l'échantillon, il est parti. Mon réquisitoire, il est parti le 28, c'est en route. Je dis, de toute manière, bon, on ne perd rien à le faire. Je dis, je crois que ne perdons pas de temps. Si on a une empreinte génétique, le sang est parti, ils compareront directement le sang. Voilà pourquoi le sang de cette personne part chez le professeur Cassimon. Et puis ensuite, il y a un procès verbal qui est ultérieur, où on examine la voiture, qui est une BMW W.
on fait venir la voiture et la victime par après dit non, la voiture, elle est un peu plus petite, la voiture de l'agresseur, et puis les odeurs, tout ça, ça ne va pas, et puis bon, pas de tâches Bien maintenant, suspectes. au troisième dysfonctionnement, toujours selon le comité P, c'est que le médecin légiste procède à un prélèvement vaginal qui est retransmis au professeur Cassiman, alors qu'il semble évident à la lecture du procès verbal que la victime avait subi d'autres actes sexuels. Comment expliquez-vous? Non. En réalité, au départ, le docteur Duverger, lorsqu'il se rend à l'hôpital pour faire l'exploration corporelle et faire tous les prélèvements, il n'a pas d'informations, il n'a évidemment pas le procès verbal initial, il n'en sait pas plus que moi. À la limite, il a eu des informations aussi vite et directement à l'hôpital par ce qui a été dit à l'autre médecin, parce que la victime elle-même a pu, enfin vous imaginez dans quel état, ce que la victime a pu lui dire directement. Et en fait, elle est inconsciente à un certain moment. Elle parle d'une fellation. En fait, le viol, c'est de cette manière-là qu'il a lieu. Mais comme il y a malgré tout un moment d'inconscience, on ne sait pas combien de temps il dure. Ça, à ce moment-là, le docteur Duverger, ni moi-même d'ailleurs, nous n'avons pas d'éléments. Donc on se dit, tout est possible. Tout est toujours possible s'il y a inconscience. Alors donc, il fait tous les prélèvements qui se font dans les cas d'agression sexuelle. Et ici, évidemment, buccale et le reste. Par après, bon, il s'avère que lorsqu'on a l'audition de la victime en bonne et due forme le lendemain, avec plus d'explications, quand elle a un peu repris ses esprits, bon ben, il n'y a pas eu le lavage vaginal, normalement, ne peut pas donner d'indication. Nous comptions uniquement, je l'avoue, les enquêteurs et moi-même, sur ces traces qui étaient sur les vêtements. Puisque, enfin, pour donner des détails, bon, il y avait des taches de sperme dans la voiture. Donc sur des vêtements, c'était tout à fait logique, puisque le pantalon, elle ne l'a jamais enlevé. Elle ne dit pas, après mon pantalon, je ne l'avais plus, ou le pantalon, elle ne l'a jamais enlevé. Elle a juste, l'auteur, l'agresseur, a juste fait enlever la veste, l'écharpe, pas le pantalon. Il n'a jamais été question, elle n'a jamais retiré son pantalon à aucun moment. Donc comme elle recrache, bon, et qu'il y a des taches dans la voiture, donc taches sur le pantalon ou sur des vêtements, c'est un élément qui nous paraît absolument primordial. Mais là, c'est là où il se passe quelque chose d'étrange, à mon sens, enfin, que je ne peux pas personnellement expliquer. L'INC, nous sommes très déçus, les résultats sont négatifs sur les vêtements. Bon, nous ne sommes pas plus avancés. Je transmets tout au professeur Cassiman, l'INC me dit, il y a moyen, avec d'autres méthodes, peut-être d'examiner, d'arriver à un résultat. Tout est retransmis chez le professeur Cassiman, dans le but principal d'essayer de trouver une empreinte génétique par des taches éventuelles sur des vêtements. Je vous avoue que rapidement, le suspect en question, enfin la personne sur laquelle a été faite une prise de sang, bon, est quelque part éliminée, mais bon, les choses étant en route, je me dis on ne peut pas négliger, on les laisse aller jusqu'au bout. Bon, il s'est avéré que ce n'était pas lui. Et puis, lorsque l'on reçoit le rapport du professeur, le deuxième rapport du professeur Cassiman, vêtements, rien de nouveau. Rien du tout. Alors, bon, mais c'est que... Quand même, votre constatation... Je me dis, deux experts... Bon, aucune analyse n'avait été faite à Charleroi, que ce soit au laboratoire de la police judiciaire, ni le docteur Duverger n'avait personnellement fait d'analyse de cette tâche. Donc je me dis, nous avons deux experts, dont un expert... enfin, les deux laboratoires, je veux dire, les deux experts sont absolument bien cotés. Ce sont les experts avec lesquels tout le monde travaille. Et voilà, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, mais c'est que la tâche... c'était peut-être pas... c'est que ce n'était pas ce que nous imaginions. Et pourquoi? Alors voilà, j'apprends par contre. Donc à ce moment-là, moi je suis bloquée dans mon enquête. Je dis voilà, pas d'éléments matériels, pas d'empreinte génétique, les taches, les vêtements, rien. Alors bon, la prise de sang, oui, elle avait été faite et je l'avais transférée tout de suite en me disant ne perds pas de temps, on ne sait jamais. Mais alors, pas de possibilité d'analyser les cheveux.
je retourne quand même. Vous avez bien expliqué, je crois, le rapprochement que vous avez fait avec la personne qui avait acheté le chloroforme et qui était également un suspect. C'était pour vous une piste assez probante, mais une fois que cette piste était fermée, pourquoi n'a-t-on pas retourné vers la piste du trou? Parce qu'il y avait M. Leitem qui parlait de Dutroux. Il y avait M. Detoin qui avait dit que c'était qu'il y avait une possibilité d'auteur potentiel dans le chef de Dutroux. Je ne suis pas au courant. Nico l'avait également dit. C'est quand même pas normal qu'on ne vous communique pas ces informations. Le seul contact que j'ai, c'est avec M. Leitem. La seule personne qui me parle de Dutroux, une fois, c'est M. Leitem. Lorsqu'il me dit dans les suspects, moi j'ai connu un certain Dutroux dans une enquête, etc. Et il me dit, mais moi, ça ne correspond pas à la manière d'agir de Dutroux. Je dis, mais de toute manière, il faut montrer les photos. Il est suspect comme d'autres, comme tout le monde, puisque nous n'avons pas d'autres indices. Et puis je n'entends plus parler de Dutroux. Donc Dutroux, moi, se situe comme au même niveau que d'autres personnes. Et lorsque nous recevons le rapport de Cassiment en disant, bon, sur les vêtements, on ne trouve rien, donc là, nous ne sommes pas plus avancés. Avant de communiquer le dossier, parce que je rencontrais M. Leitem régulièrement, je dis, mais enfin, il n'y a pas moyen d'avoir un élément, d'avoir quelque chose. Et il me dit, non, on n'est nulle part, nous n'avons plus rien. Les suspects potentiels, nous avons montré des photos, c'est négatif. Nous avons cette histoire de chloroforme, qui, moi, c'est vrai, m'a paru très importante. C'est la seule chose qui m'a paru importante. D'ailleurs, là, bon, ça n'aboutit pas, on ne sait rien en faire. Et il me dit, nous n'avons plus rien. Au point de vue enquête, c'est fini. Oui. Est-ce qu'il vous a dit à un certain moment que M. Laurent avait un dossier à charge de Dutroux? Vous en a parlé? Non. Non, je vous dis, mis à part ce que je viens de dire, je ne connais rien d'autre. Et je ne sais pas que M. Detoin a parlé de Dutroux. Parce que M. Detoin n'a pas fait de procès-verbal en parlant d'un suspect éventuel auquel il a pensé. Il n'y en a pas. J'ai juste un procès-verbal initial. Mais on ne parle pas de suspect, on ne dit rien. Donc moi, mis à part M. Leitem, M. Zico ne m'en parle même pas, parce qu'en fait, l'enquête étant reprise par M. Leitem, donc moi, mes rapports, évidemment, mes contacts se font avec M. Leitem, personne d'autre. J'ai encore deux questions pour vous. La première, c'est à savoir pourquoi vous avez proposé qu'il y a eu un non-lieu en date du 20 juin 1996. Vous avez donné un rapport sans aucun doute, devant la Chambre des conseils. Non. Lorsque je me rends compte, parce que les enquêteurs me le disent, que nous n'avons plus rien, que nous n'avançons plus et que nous n'avons pas de suspect, auteur inconnu, je transmets le dossier au parquet, à M. le procureur du roi. En fait, en pratique, ce dossier va chez un substitut précis. Et il y a d'ailleurs une apostille dans le dossier à ce sujet. Je lui transmets le dossier en l'état. Le 28 mai, en annexe le dossier que je vous communique, l'auteur est inconnu. J'ai contacté M. Leitem en charge du dossier à la police judiciaire. Il m'informe que son enquête est terminée, à défaut de nouveaux éléments permettant de continuer une investigation. Moi, je le transmets tel quel au parquet. Alors, le parquet... Le substitut trace des réquisitions, c'est un réquisitoire de non-lieu. À ce stade-là, mon greffier est chargé de fixer l'affaire en chambre du conseil et la chambre du conseil prononce une ordonnance de non-lieu. Alors, lorsque nous communiquons, ça c'est en règle générale, lorsque nous communiquons un dossier à monsieur le procureur du roi, soit qu'il estime que l'enquête, aussi est terminée, et il y a soit renvoi devant le tribunal correctionnel ou cour d'assises ou non-lieu, suivant les cas. Parfois, dans d'autres cas, le parquet peut nous dire, écoutez, nous, on estime qu'on pourrait réentendre telle personne ou vérifier telle chose, parce que chacun peut avoir une idée, c'est vrai, peut avoir, dans toute chose, une idée supplémentaire ou une idée différente. Ça, c'est la manière dont cela se pratique en général. Donc ici, moi, mon enquête, ne pouvant pas aller Mais plus il est loin, parfaitement possible que, par exemple, un procureur du roi demande un non-lieu, mais que dans le rapport, le juge d'instruction s'y oppose. Il dit non,
Il y a encore des choses qui doivent être Ici- regardées, surtout ici. On n'avait Ici- pas fait le nécessaire en ce qui concerne l'analyse des cheveux. Oui, mais C'était une analyse pour qui en ne retournait revenir à pas. Vous avez l'analyse expliqué comment ça se fait, mais des cheveux, elle n'était pas possible, puisque nous n'avions pas d'empreinte génétique. J'ai deux expertises. Je n'arrive pas à tirer une empreinte génétique sur les vêtements, il n'y a rien sur les vêtements. Donc par après, on a constaté qu'il y et avait... ça, c'est quelque chose que j'ai appris par après. Et je veux juste dire que j'ai appris par après que ce même expert avait tout à coup pu tirer une empreinte génétique, je crois, sur base des vêtements. C'est tout ce que je peux en dire. Et que c'est ce qui aurait disculpé, ou en tout cas que ça permettrait de dire que du trou, que ça ne peut pas être du trou. C'est ce que j'en sais. Disons que là, il faut le demander à monsieur le procureur du roi Marchandise, puisque ce dossier a de nouveau été mis à l'information. Ce qui est normal en cas d'éléments nouveaux. Tout dossier qui a fait l'objet d'un non-lieu peut être de nouveau ouvert. Et si on a un élément nouveau, on peut le reprendre, on peut poursuivre une enquête. Mais ici, moi, j'ai appris, alors que j'ai deux experts, je trouve tout de même ça incroyable. En général, on n'en a pas deux. En général, on fait une expertise, on a deux experts. Et ce même expert, le deuxième, tout à coup, ou alors on lui a dit, écoutez, il a entendu parler de l'affaire du trou. On lui a dit, écoutez, c'est très important, on fait regarder encore une fois. Alors bon, il devait le voir la première fois, il n'a pas vu. Il l'a vu la seconde fois. Et ça, moi, je ne peux pas mettre en doute. J'ai deux expertises. Je ne peux pas mettre en doute la qualification de ces experts et ne pas leur faire confiance. Voilà pourquoi les cheveux sont restés là. Dernière question. Savez-vous que sur le dossier d'Idobé, il y a eu deux réunions en date du 5 septembre 96 et du 17 octobre 96. Est-ce que vous êtes Non. au courant qu'il y a eu des réunions et quel a été leur sujet? Non, je n'ai pas été tenue au courant de quoi que ce soit. Et vous estimez que c'est normal qu'on ne vous a pas tenu au courant alors que vous étiez le juge d'instruction qui avait travaillé dans l'affaire? J'étais le juge d'instruction qui avait travaillé sur ce dossier. Il est bien évident que d'un point de vue légal, je suis dessaisie de ce dossier dès le moment où il y a non-lieu, que je n'ai plus à intervenir pratiquement dans une enquête. J'aurais aimé que l'on me tienne au courant de ce qui se passait, puisque par l'intérêt personnel que je porte à cette histoire, j'étais tellement déçue, le mot est faible, n'ayant pas trouvé d'éléments, n'ayant pas trouvé d'auteur, parce que c'est une agression épouvantable. J'ai eu des renseignements par la presse. J'ai demandé certains renseignements à monsieur le procureur du roi. Et d'ailleurs encore dernièrement, lorsque je n'avais pas de copie du dossier, il a fallu que je me procure la copie du dossier. Donc la seule personne qui a ce dossier, c'est monsieur le procureur du roi. J'ai eu cette copie et j'ai essayé de savoir, parce que ça m'intéresse, j'ai essayé de savoir si on avait pu trouver quelque chose. Et je sais que sur des vêtements, on a trouvé tout à coup quelque chose, ce qu'on n'avait pas été aidé. Monsieur Marchandise. Mais après votre intervention, vous lui en avez parlé pour dire... Après quelle intervention? Peut-être la période du 5 septembre Non, ou du 17 non, octobre, non, puisque à ce moment-là, vous ne savez pas, mais Personne- on ne vous a quand même dit à un certain moment qu'il y avait de la suite ou que l'affaire Non. avait été reprise. Non. Non. La seule chose, mais c'est sans explication, je suis de service fin août. Je suis de service fin août et un substitut me téléphone me disant il faut absolument retrouver le dossier du viol d'Aubé, enfin dit d'Aubé parce que les faits ne se passaient pas à Aubé. Enfin, il faut absolument retrouver ce dossier. Est-il dans votre cabinet? J'ai dit non, il y a eu un non-lieu. Donc dans mon cabinet, vous ne le trouverez pas. Alors, je crois que l'enquêteur avait également été contacté, je crois, monsieur Letem, pour lui demander s'il n'avait pas une copie du dossier. Mais je dis, mais enfin, c'est tout simple. Et nous étions un samedi ou un dimanche, je sais que c'était le week-end, et que c'était en dehors, enfin, de toute manière, dimanche, donc c'était en dehors des heures de service. Et nous avons pensé, mon greffier et moi-même, qu'il y a un concierge dans le palais et qu'il pouvait ouvrir les portes du greffe pour récupérer le dossier. Et on m'a dit que ce dossier devait partir à Neuchâtel, parce qu'on parlait du trou et de Zico.
On ne vous a pas dit à ce moment-là qu'on Mais avait retrouvé Non, une voiture non. Ford Fiesta? Non, non, non. Mais la personne qui me téléphone est une personne qui est là comme substitut de service également, comme moi. Donc c'est pour ça que c'est cette personne qui est chargée d'essayer de trouver dans le palais de justice le dossier. Mais cette personne ne connaît absolument rien ne connaît rien du dossier et ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc c'est à ce moment-là... Enfin, Dutroux, moi j'y avais pensé. Quand on a dit dans la presse, évidemment, Dutroux, je me suis dit, tiens, Dutroux, le même Dutroux dont on a parlé dans ce dossier. Mais après cela, il n'y a pas eu de réunion. Je n'ai pas été conviée à une réunion. On ne m'a pas tenu au courant. Personne ne m'a tenu au courant. C'est moi-même qui commençais à trouver... Enfin bon, il y a eu des articles dans les journaux, des commentaires, etc. Moi, je commençais à m'énerver quelque peu et à ne pas apprécier certains commentaires qui étaient faits dans la presse concernant cette affaire. Parce que lorsque l'on parle de propos qui ont été tenus, les propos relatés notamment, mais ici c'est plus récent, par M. Bourlet, dans Télémoustique, propos qu'il n'a pas tenus, je crois, aux journalistes, mais à Mme Likendal. Bon, j'étais fortement choquée, fortement heurtée par ce qu'il a dit. Il parle de dysfonctionnement, il parle de lacunes, et il en arrive à une conclusion sous-entendue, mais qui est plus que sous-entendue, qu'il ne peut y avoir que des protections policières et venant de la part de magistrats. Mon nom n'est pas cité dans cet article. Étant le juge d'instruction dans cette affaire, j'estime que je suis visée par ces sous-entendus, qui sont, je trouve, plus que des sous-entendus. Et je vous avoue que j'ai été fortement choquée. Et lorsque j'avais lu d'autres articles, également, j'étais fortement choquée parce que j'estime qu'avec les éléments, moi, je ne peux évidemment vous dire que ce qu'il y a dans le dossier, je ne peux me baser que sur les éléments du dossier et que je connais. J'estimais avoir fait, et je l'estime toujours, avoir fait ce que je devais faire. Idem pour l'enquêteur. On a essayé de trouver, nous n'avons pas trouvé. Et entendre dire qu'il s'agissait de lacunes, de dysfonctionnements, etc., et que l'on en arrive à des protections en me visant, puisque je suis magistrat, et que dans une affaire, il n'y a pas 36 magistrats, il y a le juge d'instruction, il y a le substitut, à la limite, qui met à l'instruction, et il y a le substitut qui fait le réquisitoire. C'est tout. Également le rapport du comité P. Alors, ça, je n'ai jamais eu connaissance du rapport du comité P. Alors moi, j'étais fortement heurtée, j'étais furieuse, je dois bien le dire. Et j'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai essayé, moi, personnellement, d'avoir des informations et que j'ai demandé à M. Marchandise, quand j'en ai eu l'occasion, je lui ai dit, mais enfin, qu'y a-t-il dans ce dossier? Que s'est-il passé avec cette expertise? Ça, je lui ai demandé clairement. Et vous êtes prête à nous remettre le dossier dans lequel, ou sur lequel vous avez travaillé pour donc c'est pouvoir... une copie du dossier, donc dossier qui s'arrête au moment du non-lieu le 20 juin 1996. Avec les expertises, les photos, enfin c'est en photocopie, l'enquête et le réquisitoire et l'ordonnance de non-lieu. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? Madame Agrezet, Mevrouw Pieters, meneer De Crolly, Madame de Cerclas. Merci, Monsieur le Président. Au point de vue des analyses, je voudrais que ma mémoire soit un petit peu rafraîchie. Il me semble que hier, on nous a dit qu'on avait établi clairement dans un PV modifié au niveau des mots d'ailleurs, qui avait eu au-delà du pantalon qui était un jeans, une pièce de lingerie où on avait retrouvé du sang. Alors je voudrais savoir, Madame, si vous étiez au courant et pourquoi on n'a pas analysé aussi cette pièce de lingerie sur laquelle, à ce moment-là, le viol était quand même beaucoup plus crédible qu'une tentative de viol. Il ne faut pas oublier que le viol se fait par voie buccale. Oui, mais enfin... Bon. Mais de toute la pièce de lingerie ne se porte pas en général autour du cou. Mais oui, mais donc c'est pour ça, disons que ce qui se trouve à ce niveau-là, au niveau vaginal ou slip, n'a pas d'un intérêt, normalement, n'est pas d'un grand intérêt. Mais tous les vêtements ont été analysés, et le slip également. Par l'expert, donc M. Casiman. Tout. Il reprend d'ailleurs dans son rapport d'expertise tous les prélèvements qui lui sont remis par l'INC, ainsi que tous les vêtements. Mais, oui. Et en ce qui concerne le slip, je précise même que les extraits d'ADN, enfin les profils génétiques mis en évidence sont ceux de Caroline Bayeux.
qu'ils disent. Donc, à 99,99999. Et c'était fait la première fois, ça n'est pas la seconde analyse. La première, ça c'est la seconde analyse. Ah, dans la première, ça ne s'est La pas première analyse, ils avaient également tous les vêtements, mais dans la première analyse, ils n'ont rien trouvé, de toute manière. Ils n'ont fait. pas... Même sur la lingerie non plus. Attendez. Non, ils n'ont pas... Le jeans, parce qu'on avait insisté, moi j'avais insisté en Oui, mais- fait, oui. dans mon réquisitoire, sur le pantalon et le slip. Ne sachant pas, parce que bon, on ne sait jamais, il faut toujours tout prévoir pour ne pas le regretter par Donc la après. première fois, on avait... Ils avaient tout, ils avaient tout. Oui, on avait quand même... Recherche de sperme négatif pour les traces observées sur le jeans. Et recherche de sperme à la limite du seuil de positivité pour les traces présentes sur le slip. Mais ils ne peuvent pas... ça peut indiquer la présence de sperme, quantité trop faible, ne peut pas être exploitée par les techniques d'empreinte génétique classiques. Et ils disent à ce moment-là qu'il y a une autre technique. Et ils disent dans le rapport qu'à ma demande, ils transfèrent le tout chez le professeur Cassimon. Donc, non, mais là, le problème a été éliminé. Collega Pieters. Oui, un petit instant, madame. Oui. Je ne sais pas si vous avez besoin de traduction. Ah oui, oui. Sinon, il faut prendre l'écouteur. Mevrouw Pieters. Ja, mevrouw de onderzoeksrechter, bent u op de hoogte Attendez, dat... parce qu'il n'y a pas de... Ah oui. Le juge d'instruction. Ah, le traducteur ne peut pas traduire, il n'a pas le micro. Ja, Probleem met de vertaling. Klein ogenblik. Petit Er problème schijnt de een probleem te micro. zijn met de de... vertaling. Ja, het orde nu. Ça De... fonctionne, madame? Est-ce Gaat que ça het? fonctionne? Elle n'entend pas, madame. Le problème se situe au niveau Moi, de la j'entends, traduction moi, de la c'est chambre et le- pas de la c'est le- traduction que vous entendez à l'antenne. Mevrouw de onderzoeksrechter, bent u Madame op le de juge hoogte d'instruction, van het êtes-vous feit dat informée du op, fait 23, que le 23, 23, wanneer is het nu gehad? Dus de dag na de le feiten, 23, le lendemain des faits, il semble y avoir toujours un problème de traduction. Alors j'essaierai en français. Voilà. C'est ça. Oui, madame Pieters. Donc le 23, il y a un inspecteur qui se rend à l'hôpital avec des photos de suspects. Il montre diverses photos. Est-ce que vous savez qui est l'inspecteur qui va à l'hôpital? Non, il y a un inspecteur qui va à l'hôpital, qui est monsieur Zico, mais qui ne va pas... il va le jour des faits. Monsieur Zico se rend à l'hôpital le 22 novembre. Le 22 novembre. Donc il ne va pas montrer de photos, puisque nous sommes évidemment au début. Il se rend à l'hôpital pour recueillir la déclaration de la victime, et il relate les propos tenus par la victime au médecin, mais cette victime ne peut pas être entendue. C'est monsieur Zico qui se rend à l'hôpital. Oui. Est-ce que vous savez quand on a montré à la victime les photos de monsieur Dutroux? Donc le jour exact où on a pu lui montrer les photos, je ne connais pas le jour exact. Il faut s'en référer aux procès-verbaux, parce qu'en fait c'est un procès-verbal global qui est le 15 janvier, c'est ça. Mais disons, je sais qu'ils ont montré, à mon avis, ils ont montré les photos en plusieurs fois. Ils ont probablement montré, je pense, les photos en plusieurs fois. Mais il y a un procès-verbal récapitulatif où ils reprennent la liste des personnes dont les photos ont été montrées. C'est le procès-verbal du 15 janvier 1996. Oui. Mais comme il ne s'agit pas de l'audition de Madame Bayeux, ce procès-verbal dit donc toutes les photos ont été montrées, c'est négatif, elle ne reconnaît personne. Mais c'est possible que les photos ont été montrées la veille ou 2 jours avant ou 10 jours avant. C'est le procès-verbal. Et vous savez aussi qui a montré les photos? Non, ça je ne sais pas qui en pratique a montré les photos. Il y a une personne qui a fait la personne qui a fait ce procès-verbal, c'est possible que ce soit... C'est monsieur Letem qui a fait le récapitulatif, donc un peu de l'enquête avec les noms des personnes dont on a montré des photos. Donc lui, je sais qu'il a montré des photos, ça je le sais. Oui. Mais on peut imaginer qu'en pratique, il soit accompagné d'un collègue, d'un inspecteur ça peut s'imaginer. Mais... Oui. Oui, et ma dernière question, madame. On a dressé une liste des candidats
Et sur cette liste, bien que le nom du trou était déjà nommé, ne se trouve pas sur cette liste. Si. Il se trouve. Si, Dutroux est repris dans la liste, donc c'est le procès verbal du 15 Hier, on a dit qu'il janvier. n'était plus. Donc il y a 15 personnes, je crois, qui sont citées, 15 personnes qui sont citées, et Dutroux est repris dans la liste. Il est repris Oui. sur la liste, oui. Merci. Et il y a eu en plus 4 autres photos qui ont été montrées, donc le 14 février, 4 autres suspects, enfin personnes possibles, ont été montrées également à la victime. Collega de Crolli. Merci, Et monsieur. puis Madame de Tserclas. Merci, Monsieur le Président. Madame la juge d'instruction, je voudrais savoir si des devoirs ont été accomplis sur l'entourage de Dutroux, qui à un moment donné a été un suspect important et qui a même, semble-t-il, été le premier suspect. Est-ce que, par exemple, vous avez cherché à savoir dans quel véhicule il circule, où il était ce jour-là, quel était son emploi du temps auprès de sa femme ou de ses proches, de sa mère qui habite la région d'Aubais Non, pour moi, le suspect Dutroux, d'abord pour moi, n'est pas le premier suspect, pas spécialement. Même chronologiquement Chronologiquement, ça semble Non, être, parce qu'il y avait déjà des listes qui étaient faites. Il y avait déjà des listes qui étaient en train d'être faites. Donc on ne peut pas dire c'est la première personne. Enfin, pour moi, je n'ai pas ressenti ça de cette manière-là. Enfin, ça ne m'a pas été dit de toute manière comme ça. Mais bon. Mais ce suspect est à replacer au même niveau. Je dis bien qu'il faut se replacer dans le cadre du dossier que j'ai eu et les éléments, en fonction des éléments que je possédais, ce suspect moi, est placé au même niveau que les autres. Sauf que je me suis rendu compte qu'il avait été entendu alors que d'autres auraient peut-être pu être entendus également, parce que Monsieur Letem a connu un dossier antérieurement et que quelque part, je me suis dit, tiens, cette personne, peut-être il préfère l'entendre. Mais tout le monde ayant été éliminé par la non-reconnaissance sur photo, il n'y a pas d'enquête, évidemment, dans la famille, le cousin, mère, etc. Ou alors on peut imaginer la même chose pour toute personne citée et dont les photos ont été montrées. Parce qu'il faut savoir, c'est ça qui est difficile, je me rends compte, par tout ce qui a été dit par après, c'est que maintenant, on n'a plus d'informations, on connaît beaucoup plus de choses. Alors, on est tenté de réagir en fonction de toutes ces informations. Mais il faut essayer de se replacer dans ce dossier à l'époque, avec les éléments connus. C'est cela. S'il faut voir s'il y a eu des dysfonctionnements, s'il y a eu des problèmes, je crois qu'il faut se placer au moment de ces faits avec les informations connues à ce moment-là. En tout cas, moi, je ne peux parler que des informations que je connais. Je viens l'admettre, évidemment. Madame Étienne, mais ce qui m'interpelle un peu, est-ce que vous avez pu suivre la déclaration de Monsieur Letem? J'ai eu l'occasion, je ne l'ai pas vue tout de suite, mais j'ai eu l'occasion de la visionner après. Quand vous avez appris ce qu'il connaissait, son contact qu'il a eu avec Madame Troch, du moins il le prétend, le fait qu'il portait connaissance que le juge d'instruction Laurent travaillait dans une affaire sur Dutroux, est-ce que vous trouvez que c'est acceptable qu'on ne vous a pas remis cette Ce information? n'est pas acceptable et j'ai été étonnée d'apprendre finalement des tas d'informations qui m'étaient totalement inconnues. Ce n'est pas acceptable et cela n'est pas normal. Il aurait dû m'expliquer qu'il savait que... Enfin, tout ce qu'il a expliqué, je préfère ne pas le répéter parce que moi, je n'ai fait que visionner une fois cette cassette. Donc, manifestement, il connaissait des choses sur Dutroux, choses, je crois qu'il a apprises de la gendarmerie, principalement. Il ne m'en a rien dit. Est-ce normal? Ce n'est C'est pas quand même le normal. juge d'instruction Ce n'est qui pas met... normal de ne pas en parler. Ça, il me l'a dit. Il m'a dit, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé. J'ai la direction de l'enquête. Et le fait de ne pas en avoir parlé, je ne peux pas accepter qu'il n'en ait pas parlé, parce que j'estime que toutes les informations dans une enquête doivent être portées à la connaissance du juge d'instruction. Autrement, évidemment, comment peut-il
contrôler ou diriger quelque chose s'il connaît qu'un quart des informations. Ce n'est pas acceptable. Et quelle peut Mais être la raison pour laquelle on ne vous a pas mis au courant? Est-ce que crois vous qu'il voyez faudrait- une raison pour Il cela? faudrait poser la question à M. Letem. Je ne sais pas pour quelle raison. Il ne m'en a pas parlé. Ce qu'il y a, c'est cette information. Disons que si j'en avais eu connaissance, enfin je ne sais pas, on ne peut jamais dire après coup j'aurais fait ça, j'aurais dit ça. Ça, je ne peux pas le dire. Mais d'après ce que j'en sais, ces informations n'apportent pas d'indice de culpabilité contre Dutroux dans le dossier qui nous occupe, pour rester clairement dans le dossier qui nous occupe. Oui, mais enfin, ça c'est peut-être une appréciation après coup, mais Oui, vous dites je là vous dis, tantôt, je- vous dites, non, mais vous dites vous-même que vous étiez bloqué et que Oui. forcément il fallait parler avec M. Letem pour pouvoir continuer, et cet homme se tait et ne vous dit rien. Au moment où on en arrive, où je n'ai plus de procès-verbaux, où je n'ai plus rien qui avance, j'ai une conversation avec M. Letem. Je dis, bon, que fait-on? Est-ce qu'on peut encore continuer quelque chose? Peut-on encore faire quelque chose? A-t-on un suspect quelque part? A-t-on une piste quelque part? Il y en avait 15. Oui, mais ces 15 personnes ne sont pas reconnues, sont éliminées par la victime. Et nous n'avons pas la possibilité d'analyser les cheveux, puisque nous n'avons pas d'empreinte génétique. Vous étiez au courant que M. Dutroux changeait continuellement? Non, moi, ça, Il y non. avait 36 000 photos de la même personne totalement différente. Non, moi je vous dis, Monsieur Dutroux, moi, Monsieur Dutroux équivaut au 3e ou au 4e de la liste. Monsieur C'est- Letem ne vous a jamais dit que Non. Monsieur Dutroux, c'était un élément, reconnaître sur photo était probablement difficile puisqu'il changeait de physionomie. Il ne vous a jamais dit Non. ça. Mais on retourne quand même au collègue de Crolly qui a fait la parole. Non, en fait, je n'avais pas du tout d'informations particulières sur Dutroux, sauf qu'il était suspect comme d'autres, parce que les autres, ce sont des personnes qui ont eu des condamnations également, et que les autres ont un passé aussi, comme Monsieur Dutroux. Comme Dutroux. Ah, ça, je ne sais pas, mais ce sont des faits de mœurs, ce sont des faits de mœurs, de viol. Enfin, viol, c'est viol. Viol, c'est viol. Ce sont des... Mais oui, mais ici, moi, tout ce que je sais, c'est que Dutroux, il emmène, enfin, d'après ce qui m'en a été dit, donc ce sont des viols de jeunes filles, qu'on ne les tue pas, il ne les tue pas. Elles sont... Oui, mais ça, moi, ça, ce sont des éléments, moi, que je ne connais pas. Tout ce qu'on m'en dit, tout ce qu'on m'en a dit, c'est viol, mais qu'il ne les tuait pas, et que la manière d'agir de Dutroux, d'après ce que M. Letem en connaissait, ne correspondait pas du tout. Alors il m'a dit, moi de toute manière, c'est un suspect parmi les autres, mais pour moi, je n'y crois pas. Ce n'est Madame le je n'y juge crois pas, d'instruction, ce n'est pas lui. après Enfin, que ce vous- n'est pas lui, non, je n'y crois pas parce que ça ne correspond pas. Après ce que vous avez appris de la déclaration de M. Letem, vous l'avez encore revu depuis lors et vous n'avez pas demandé des explications Si, j'ai eu l'occasion d'en parler. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il avait donné des tas d'explications, enfin qu'il avait beaucoup plus d'explications à donner ici que celles que j'ai pu avoir directement par Et lui. qu'est-ce qu'il vous a expliqué à ce sujet? Ça a été une conversation extrêmement rapide parce qu'on n'avait pas le temps. Disons que ce n'était pas un rendez-vous qui était prévu. Nous n'avions pas vraiment le temps. Et je vous avoue que j'en ai reparlé donc c'était hier matin. Et oui, il m'a dit je vous en ai pas parlé. Non. Et je dis bah non, je dis je me rends bien compte que à part que Dutroux existait, mais que pour moi il était aussi il équivalait au 2e ou au 3e de la liste ou à Monsieur X ou à Monsieur Y, c'était tout. Ah, il m'a dit je ne vous en ai pas parlé. Il était peut-être trop éloigné dans le peloton des suspects ou quoi? Si vous voulez, je ne sais pas, la raison pour laquelle il ne m'en a pas parlé, je crois qu'il n'y a que lui qui peut la fournir. Moi, je ne veux pas à sa place imaginer une raison, un motif. Monsieur Letem, j'estime que c'est un enquêteur qui travaille extrêmement bien, qui a une réputation excellente et en qui j'ai toujours eu confiance. Alors, c'est vrai que je me suis dit, c'est malheureux que dans cette affaire, j'apprenne que finalement, tout ne m'ait pas été dit. Vous avez perdu cette confiance en lui? Parce que vous avez dit dans lequel j'avais eu
confiance. Non, c'est un enquêteur en qui j'ai confiance. Mais Est-ce que vous trouvez... il y a peut-être une explication que j'avance, mais bon, je crois qu'il faudrait lui poser la question. C'est que des indices matériels, parce qu'il faut savoir que dans un dossier, si on veut faire quelque chose avec quelqu'un qui est éventuellement suspect, il faut des indices, il faut des éléments. Le passé n'a jamais été un motif ni de mettre en prison, ni de poursuivre quelqu'un. Un casier judiciaire n'est pas un motif. Autrement, toutes les personnes, les 700 personnes, la liste de 700 personnes relevées par M. Letem sont alors au même niveau, parce que ce ne sont que des personnes qui ont des casiers judiciaires et qui ont eu des problèmes semblables de viol, enfin des titres, des degrés divers. Alors peut-être a-t-il estimé que ce qu'il connaissait sur Dutroux, ces surveillances, toutes ces choses-là que j'ai apprises après, enfin, dont il a parlé devant la commission, les informations fournies par la gendarmerie, que ces informations n'apportaient rien. C'est peut-être une explication pour le dossier. Le dossier d'Aubé. C'est très Que curieux. ça Moi, je trouve pas que d'éléments M. Leitem précis. dit au comité P qu'un magistrat qui ne peut plus dire lequel c'est, mais c'est un magistrat de Liège, de Charleroi, pardon, l'envoie chez Mme Troch. C'est donc là, il a parlé avec un magistrat qui l'envoie à Mme Troch, et lorsqu'il a vu Mme Troch, tous les éléments qu'il peut avoir là, ou qu'il peut reprendre là, il ne vous en dit rien du tout. Il ne m'en parle pas. S'il m'en avait parlé, je crois que j'aurais pris mon téléphone et j'aurais demandé également à Mme Troch, parce que j'aurais essayé personnellement d'avoir des informations, plus d'informations, mais je ne suis jamais mise au courant. Je ne le sais pas. Mais la question que l'on peut se poser, c'est ça qui est indépendant, c'est est-ce que ces éléments apportent un élément à charge de Dutroux pour ce dossier-ci? Non, madame, mais moi je trouve que lorsque un magistrat qui mène l'enquête, et vous dites-le vous-même de très bonne façon, vous devez être informé, mais à 100%, lorsqu'on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer dans une instruction. Monsieur De Crolly. Merci, Monsieur le Président. J'ai encore 3 petites questions. Madame la juge d'instruction, tout à l'heure, à la question sur d'hypothétiques recoupements par les proches ou les familiers du Dutroux, vous me répondez, ben, vous savez, ça n'a pas été possible parce que l'identification sur base des photos était négative, et donc, si je vous ai bien compris, à partir de ce moment-là, il nous semblait qu'il y avait une série de choses qui tombaient automatiquement en termes de soupçons. Mais j'ai l'impression que sur d'autres suspects, puisque opportunément vous faites le parallélisme avec les autres suspects, il y a quand même eu une série de démarches, de devoirs qui ont été prescrits, parfois de manière relativement approfondie, jusqu'à des prises de sang, des choses pareilles, peut-être même des enquêtes de type recherche auprès des proches ou auprès des familiers, alors que les identifications photographiques n'étaient pas nécessairement faites ou n'étaient pas nécessairement concluantes en leur faveur. Est-ce que je me trompe? Non, ça ne se présente pas exactement de cette manière-là. Pour une personne, nous sommes allés plus loin parce que nous avons une information qui venait d'une pharmacienne et qui nous parlait d'un personnage qui était absolument étrange et que l'on a pu retrouver. Donc c'était un élément en plus. Donc c'est pour cette personne-là qu'on est allé plus loin. Mais elle n'a pas été reconnue non plus. Mais il fallait aller plus loin. Mais lorsque dans une enquête nous avons un viol, nous allons prendre 700 violeurs qui sont en Belgique, qui peuvent être à Liège, à Anvers, sans éléments matériels, c'est toujours ça la difficulté, sans indice, sans aucun autre indice. Le point de départ ne peut être que de montrer des photos, des albums de photos à la victime. Il s'agit de la même chose pour un cas d'une agression dans la rue ou d'un vol avec violence. Lorsque nous n'avons pas d'indice, pas d'empreinte, rien du tout, on ne peut faire que prendre des albums, montrer les photos, dire reconnaissez-vous quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnu, qui pourrait être l'auteur? Donc vous avez travaillé... On ne peut pas aller plus loin. Donc vous avez travaillé sur cette liste paramétrique à l'échelon national. C'est ça la démarche que vous avez Non, c'est-à-dire faite au départ. Cette pharmacienne
comme elle a reçu une circulaire en disant, voilà, il y a une enquête, on recherche les personnes qui ont acheté du chloroforme, ou avez-vous une liste de personnes qui achètent du chloroforme? Et elle s'est souvenue de cette visite qui remonte à très peu de temps avant les faits, puisqu'elle dit que c'est vers la mi-novembre, selon elle. Les faits se situent le 22 novembre. Donc elle contacte directement les enquêteurs. Et l'enquête paramétrique, les 700 noms, ils sortent d'une recherche portant sur une gamme, sur un spectre à l'échelon national au départ. C'est une simple question de méthodologie, parce que je trouve intéressant de saisir, par exemple, les différences d'approche méthodologique entre votre stratégie de juge d'instruction, votre méthode de travail et celle d'autres juges d'instruction qu'on a parfois l'occasion de rencontrer. Non, ce qu'il devait faire, ce que je lui avais demandé de faire, c'était d'établir la liste des personnes qui avaient été condamnées ou des personnes qui étaient impliquées dans des dossiers semblables. Donc chaque fois avec des problèmes de mœurs ou peut-être chloroforme. Et je me souviens, on m'a parlé au début de cette enquête, on m'a dit, vous savez, il y a eu une femme, mais qui est morte, et où il y avait utilisation de chloroforme, je crois que c'était dans la région de Nivelles, mais il y a plusieurs années. Et on n'a pas trouvé d'auteur. Et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Est-ce que dans ce dossier, qui était plus ancien, mais qui me paraissait semblable, d'après ce que les enquêteurs m'en ont dit, je dis, mais voilà quelque chose, est-ce qu'on peut vérifier? Mais auteur inconnu, cette femme est morte. Mais, auteur inconnu, et c'était assez semblable, en tout cas, utilisation de chloroforme aussi. Et agression sexuelle. Une autre question, est-ce que vous pourriez me dire combien il y a de juges d'instruction à Charleroi? 6. Il y a 6 juges d'instruction. Et quels sont vos rapports professionnels avec Monsieur Laurent? Vous vous rencontrez de temps en temps. La question à laquelle je veux venir, c'est qu'au fond, on discute pas mal de la mauvaise communication d'informations, pour le moins entre Monsieur Lethem et vous, à propos de Marc Dutroux. Mais il y a une autre personnalité de votre entourage professionnel qui se trouvait à un certain moment disposer d'informations intéressantes sur Dutroux et sur des objectifs relativement précis qu'on poursuivait dans le cadre d'un dossier dont il avait la charge en matière de perquisition et d'éléments infractionnels un peu plus clairs pour Dutroux. Il ne vous en a jamais parlé. Je n'étais pas au courant qu'il existait un dossier chez monsieur le juge d'instruction Laurent à l'époque. Personne ne m'en a parlé. Et il faut dire que nous n'allons pas de cabinet en cabinet raconter non plus nos dossiers. Où il y en a qui parlent plus que d'autres. Il y en a qui sont plus secrets. Bon. Et puis on est chacun dans son bureau en train de travailler toute la journée. Donc nous n'avons pas nécessairement de contact ni le midi, ni... D'accord. Mais non, là, je n'ai pas eu... Mais cela arrive. Moi, je sais que assez souvent, j'entends parler d'une personne où je me dis, tiens, j'ai entendu parler de ça chez un collègue, je vais voir, je lui dis, ça te dit rien, tu n'as pas d'éléments ou... Ah oui, ça se fait. Oui, moi, je le fais régulièrement quand je me dis qu'il pourrait y avoir des liens. Par exemple, il y avait eu un problème de faux billets. Une fois, bon, j'en avais entendu parler dans un cabinet, puis dans un autre. J'ai fait le tour des cabinets en disant, tiens, ces noms-là, ça vous dit quelque chose ou pas? Ou est-ce que ce dossier a été... est devenu ce dossier. Non, quand on peut glaner parfois des informations, ça peut être utile. Une toute dernière question technique, mais si c'est là-dessus, on travaille ensemble. Hein. C'est plus technique peut-être. J'ai été assez étonné, mais vous allez peut-être m'éclairer. Moi, je ne suis pas non plus, sûrement pas un spécialiste et encore moins un praticien. Mais vous m'avez un peu étonné tout à l'heure en début de votre déposition quand vous avez signalé que pour vous une reconstitution, lorsqu'il n'y avait pas encore de suspect identifié ou d'auteur potentiellement, ça n'apportait pas grand-chose. Moi j'ai l'impression qu'il existe quand même assez régulièrement des reconstitutions en bonne et due forme, assez approfondies, avec dossiers photographiques, etc., où si l'auteur fait encore défaut ou si on n'a pas de suspect, on demande à un policier ou à un gendarme de simuler en fonction des indications de la victime ce qui s'est passé. Et est-ce que ça n'apporte vraiment pas des éléments qui peuvent être pertinents? Dans ce cas-ci, le tout est de savoir si on possède tous les éléments.
Les éléments, c'est la localisation, et j'estimais les avoir, c'est la localisation qui a pu être faite par la victime. Photos prises, l'écharpe à tel endroit, le soutien-gorge à tel endroit, les lieux, etc. Les explications de la victime, et j'estimais qu'à ce stade-ci, une reconstitution sans auteur n'apportait rien. Parce qu'elle décrit très bien ce qui s'est passé, elle peut localiser les endroits, c'est photographié. Donc j'estime personnellement que cela n'apporte aucun élément. Il y a un dossier photographique Oui, du site. oui. Meneer Klaas. En dan meneer Annemans en meneer Van Parijs. Van Beurzen. J'ai trois questions. D'abord, donc, pour vous, dans cette enquête, c'est Monsieur Lethem qui est chef d'enquête. Oui. C'est le seul et unique interlocuteur que vous aviez régulièrement. Est-ce que vous aviez l'habitude de travailler avec Monsieur Lethem? J'ai eu plusieurs dossiers avec lui. Et vous avez toujours eu de bons rapports avec Monsieur Lethem? Oui. Vous avez toujours considéré que dans les rapports que vous aviez avec lui, c'était des rapports de confiance et que tous les éléments vous étaient communiqués? Oui. J'ai toujours considéré cela. C'est pour ça que j'ai été d'autant plus étonnée quand je me suis rendu compte que des éléments n'avaient pas été portés à ma connaissance. Et peu importe de toute manière l'importance de ces éléments, c'est le principe, je crois, qu'il faut retenir de cela. C'est le principe que toute information doit être communiquée. Et c'est à moi à juger s'ils sont importants ou pas. Oui, comment est-ce que juge d'instruction, chef d'enquête, parce que c'est le problème qui se pose souvent, comment pouvez-vous vous assurer que les policiers, qu'ils soient gendarmes, pégistes ou police communale, avec lesquels vous travaillez, vous transmettent l'information? Quel type de méthode pouvez-vous appliquer pour que vous soyez certaine que les informations vous soient transmises? Nous ne serons jamais certains que les informations sont transmises. Le point de départ, c'est la confiance. C'est tout. Il y a un procès verbal. Si on a un procès verbal. Oui, mais même. Oui, même si on n'aurait pas donné tous les éléments, mais par après, il apparaît qu'il y a des éléments qui n'ont pas été mis dans le procès verbal. La porte est fermée, hein? Ah oui, il y a des éléments. La porte est fermée. Que l'on aurait pu soit me dire, dont il aurait dû me parler. Mais en règle générale, je n'aurai jamais la possibilité, je n'aurai jamais la certitude qu'un enquêteur me donne toutes les informations. Il peut faire 36 procès-verbaux. Je ne suis pas dans sa tête et je ne pourrai pas dire que toutes ces informations, il me les a communiquées. Non. Bon, mais c'est pour ça que la confiance est extrêmement importante et il n'y a pas d'autre moyen. Je ne peux pas imaginer un moyen. Comment faire pour vérifier si les informations sont communiquées à 100%? Oui, bon, alors, plus précisément, donc vous avez évoqué un suspect important, les devoirs que vous avez demandés et, du côté de l'INC et du professeur Cassiman, mais vous aviez cette liste de 15 noms de personnes, de suspects potentiels, dont M. Dutroux. Alors, quand je lis le rapport du comité P, mais ils ne reprennent peut-être pas nécessairement l'ensemble des PV qui sont dans votre dossier, ça je ne sais pas. Il y a une audition faite le 6 décembre de M. Dutroux. Donc dans les 15 noms, on a auditionné quand même M. Dutroux. Est-ce qu'on a fait des auditions des autres 15 personnes ou pas? Non, pas de tous. Non, donc c'est le seul? Non, ce n'est pas le seul. Non, mais dans les 15 noms, je dis bien les 15 noms, parce qu'il y a d'autres personnes. Dans les 15, ce n'est pas le seul. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont été auditionnées dans les 15 noms? Il y en a 2 qui ont été entendues. Il y en a 2. Donc ça veut dire qu'on a quand... avec la personne avec la prise de sang. C'est ça. Quelle est suite? Vous avez reçu ces PV. Oui. Donc, ça veut dire que l'enquêteur a néanmoins considéré que c'était des personnes plus suspectes que d'autres, puisqu'on a procédé à une audition. Est-ce que, manquant d'éléments, ayant éliminé une piste que vous avez dit, manquant d'éléments, vous n'êtes pas dit, continuez, vous cherchez des indices, vous cherchez, une enquête, c'est chercher. On n'a pas les indices, on cherche.
vous ne vous êtes pas dit, il faut continuer ces deux pistes-là. Une audition, c'est bien. Des cheveux, vous dites que on ne pouvait pas les comparer parce qu'on vous avait dit qu'il n'y avait pas d'éléments. Bon, ça, je veux bien. Je vous suis. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on n'essaye pas d'en savoir plus sur ces deux suspects sur lesquels on a commencé quand même une enquête? Vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous n'avez plus d'éléments. Vous ne vous dites pas, essayez de savoir, bon, on sait, mais vous ne le saviez pas à l'époque, mais une enquête de voisinage aurait pu l'apprendre, que la mère de Dutroux habite au Bay. Il y a une série d'éléments dont si on avait été plus loin sur ces deux suspects sur lesquels on avait commencé, et notamment Dutroux, une audition, on aurait peut-être pu apprendre des éléments qui auraient pu amener éventuellement, je dis bien, puisque on n'est pas certain, des faisceaux de présomption et de cerner de plus près ces 15 suspects, et en tout cas les deux premiers. Non, j'ai demandé aux enquêteurs, est-ce qu'il y a moyen de faire encore quelque chose? On dit non, on est bloqué, nous n'avons plus rien. Il faut savoir qu'en l'absence de témoins, d'indices matériels et de personnes éliminées par la victime, oui, donc, comme étant les agresseurs potentiels... Ça veut dire que vous faites confiance à M. Letem qui dit... Oui. Vous avez vu l'audition, que M. Oui. Dutroux a été auditionné. Ah oui, je lui et fais vous dites, confiance. bon, ça suffit. Parce que nous n'avons pas... Il est éliminé Oui, mais si par on la n'en a victime. pas des éléments, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Mais quand même. on a... Alors, on peut chercher sur 1000 personnes ou sur... Non, vous en aviez deux sur lesquels vous pouviez aller plus loin. C'était des Parce personnes... que M. Letem ne vous a pas tout dit. Si vous l'aviez poussé... Oui, mais ça, je ne le savais pas. Je lui ai demandé, au moment où on arrive au bout de cette enquête, je ne reçois plus de procès-verbaux, je lui dis, que peut-on faire? Cette enquête, que va-t-on faire? Que peut-on faire? Où va-t-on chercher? Peut-on encore investiguer quelque part? Il me dit non, c'est fini, nous sommes bloqués. Alors on fait le tour, on dit pas d'indice matériel, aucun témoin. La victime élimine les personnes en question. Oui, mais c'est important. Elle sait identifier formellement, elle le dit, et elle les élimine. Alors si une victime dit, imaginons que on vous mette sur le dos un vol ou n'importe quoi en disant non, c'est lui. Si la victime dit non, ce n'est pas lui, j'en suis certain. Après, peut-on estimer normal? Precies op dit punt. Het is toch... Monsieur le Président, précisément concernant ce point. Wat studies gedaan in criminologie en zo. En J'ai fait quelques études de criminologie. Het is toch evident dat Bon, slachtoffers in il me dergelijke paraît quand même évident que des victimes dans de telles situations, des victimes qui ont été anesthésiées, qui ont subi les pires affres, que l'on ne peut pas se fonder, se fier simplement sur les éléments cités par ces victimes. Ce n'est pas un élément d'analyse objective. Se fonder uniquement sur ce que dit la victime concernant l'identification du coupable me paraît très insuffisant. Parce qu'il est clair que dans une telle situation, la plupart des victimes sont tout à fait incapables de reconnaître le coupable. Et lorsqu'il y a une liste avec 15 noms de coupables potentiels, et si dans cette liste figure un nom qui pourrait vous mettre sur une piste, vous pouviez éliminer des noms. Vous pouviez par exemple commencer par éliminer des alibis, voir s'il y avait des alibis. C'est une possibilité, il n'y a pas des milliers de possibilités, il y avait 15 noms. Alors, vous auriez pu prendre l'initiative, de procéder à cette élimination. Mais se fonder exclusivement sur ce qu'a dit la victime, cela ne me paraît pas justifié. Parce que dans le cas présent, la victime n'est pas dans la possibilité de reconnaître effectivement l'agresseur. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites concernant la victime, parce que la victime a dit qu'elle pouvait le reconnaître et qu'elle était formelle à ce sujet. Alors, ça, bon, il y a un contact qui se passe entre l'enquêteur et la victime. Et ils me disent, elle précise en plus qu'elle fait un portrait robot. Et elle précise que ce portrait robot, elle n'arrive pas, parce qu'elle n'arrive pas à donner suffisamment de description. Évident. Et elle dit elle-même, le portrait robot
Je sais qu'il n'est pas, mais je ne peux pas vous dire plus. Mais moi, je peux reconnaître la victime. Mais je n'arrive pas avec le portrait robot à ce que ça colle à l'image que j'ai. Enfin, ça, c'est ce que j'en dis. Mais elle sait reconnaître la victime. Elle peut reconnaître la victime. Mais pourquoi, vous savez quand même vous-même, avec votre expérience comme juge d'instruction, comme criminologue, que ces victimes-là sont presque incapables de voir... Non, les victimes ne sont pas toujours incapables de... Ben non, mais dans ces circonstances-là, enfin, vous connaissez, vous l'avez... Heureusement, parce que vous savez que dans beaucoup de cas... Dans beaucoup de cas, c'est ce qui permet justement d'aboutir, c'est la reconnaissance de la victime quand il n'y a pas d'autres éléments. Mais lorsque on Une reconnaît... confrontation par le vitre sans teint, on n'a jamais effectué, parce que ça, Non. c'était quand même une possibilité. Écoutez, Il n'y avait que... non, les enquêteurs, moi je fais confiance aux enquêteurs, c'est eux qui font le travail sur le terrain. Ils me disent c'est éliminé, ce sont des personnes, toutes ces personnes sont éliminées formellement. Oui, mais c'est une affaire grave, c'est une affaire mais- cruelle. Vous êtes juge d'instruction, vous avez 15 Il n'y a pas moyen potentiels... de faire autre chose. Pardon? Ben Oui, oui. mais 15, quand on dit auteur potentiel, il faut faire attention à ce que cela signifie. Ce sont des personnes que l'on prend par hasard parce qu'elles ont un casier judiciaire qu'elles ont entre 30 et 40 ans. C'est comme tout voleur. Il faut commencer par ça, hein? Ben, Et c'est alors, parce que il nous faut n'avions éliminer. rien. Nous n'avions Il faut rien, donc éliminer nous alors. prenons C'est ça. assez facile de le Nous faire. prenons ça, mais sans avoir aucun élément qui pourrait impliquer ces personnes. Soyons tout de même bien clairs que nous n'avons rien du tout qui permet de dire que ces personnes sont impliquées d'une quelconque manière. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des voisins qui disent oui, il est comme ça, ou on l'a connu, ou quelqu'un qui dit moi, il m'a dit qu'il avait fait ceci, etc. Ici, on parle de rien, on parle de rien du tout. Alors les enquêteurs, moi, ils me disent les reconnaissances, ça ne va Non, mais pas, c'est les vous photos, qui ça avez ne la va pas. direction. Hein. Ce sont pas les enquêteurs, on verra bien la responsabilité, mais c'est vous qui avez la direction. Il y en a 15, il faut les éliminer. Il faut voir s'il y a des alibis ou non. Mais Vous s'ils ne ne, faites sont pas ça. s'ils ne sont pas reconnus, si on dit Mais ce la n'est victime absolument ne pas compte cette pas personne, l'alibi elle n'est ne... pas capable de le faire. Alors on peut alors à ce moment-là vérifier l'alibi parce qu'ils ont pris 15 personnes, mais je suis persuadée qu'on aurait pu peut-être en trouver 50. Si on prend quelqu'un qui habite à Anvers ou qui habite Bastogne, ce qui n'est pas impossible de toute manière, c'est 100 ou 150 ou 200 personnes. Tous les violeurs de Belgique peuvent, au même titre, être soupçonnés. Collega C'est ce Annemans. qui me paraît matériellement pas possible. Collega Annemans. Ja, voorzitter. Oui, monsieur le président. Nu achteraf bekeken. A posteriori, Even wachten. et j'attendrai un instant, Nu achteraf bekeken. a posteriori, dat sommigen zijn nous die savons weten of die que certains meer over savent zeggen dat er ou voldoende n'hésitent pas à dire ouvertement objectieve elementen waren die op qu'il y een avait dag of twee suffisamment hadden kunnen d'éléments uitwijzen, objectifs alles op de qui, hoogte zou zijn en geweest, quelques jours, hadden kunnen si vous uitwijzen aviez dat été dit au eventueel courant dader of de tous les tenants et aanwijzingen aboutissants, van die aurait pu nous mettre sur la piste du trou. Il y avait la lettre de la mère du trou, il y avait le fait qu'il avait travaillé à Aubais ou dans les environs d'Aubais, il y avait également des indications concernant son véhicule, et je ne vous parle même pas de cheveux ou d'autres micro-traces que l'on eût pu vérifier. Alors ma question est la suivante. Selon vous, ces informations, où sont-elles restées coincées? Sont-elles restées coincées auprès de la gendarmerie ou auprès de la police judiciaire? Si vous n'en étiez pas au courant, et je constate que ce n'était pas le cas, bon, où, selon vous, ces informations sont-elles restées coincées et est-ce que vous trouvez cela acceptable? Je ne sais pas qui a gardé cette information. Parce qu'ici, on fait un mélange de... Enfin, vous parlez de la voiture, je suppose que cette voiture, c'est ce qui a été découvert après coup, lorsque l'on a su que Dutroux était appliqué. Enfin, je suppose que c'est une voiture découverte après coup. Moi, je ne peux rien dire, je ne peux rien en dire à ce sujet. Les informations, je ne sais pas d'où elles viennent. Mais ça vous trouble pas que ça n'est pas arrivé chez vous? Mais Dutroux n'étant... Et Monsieur Letem, lui, me dit de toute manière ici, qui me dit Dutroux n'est pas, dans ce dossier-ci, n'est pas plus suspect qu'un autre. Alors, bon, personne n'avait ni la gendarmerie, ni un substitut, ni Dieu sait qui. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un m'aurait parlé de l'affaire Othello dont j'ai entendu parler, ou des surveillances, ou de ces choses-là.
Nee, het gaat hier Pourquoi m'aurait-on il s'agit dit... spécifiquement de cette affaire. Il a travaillé ce jour-là à Aubais. Mais je ne... Quand l'a-t-on su qu'il a travaillé à Aubais? Assez tôt. Mais quand? Collega Van den Bos op dit punt. En tout cas, ce n'est pas dans le Mais ça dossier. vous trouble pas personnellement ou cette information Mais c'est-à-dire que normalement, Ça a et je été l'ai bloqué. déjà dit, en principe, toutes les informations devraient circuler le mieux possible et le plus possible pour que l'on puisse éventuellement se servir de ces informations si on estime qu'elles peuvent être utiles ou pas. Quand on ne les connaît pas, quand on n'est pas au courant, on peut de toute manière rien faire, ni agir dans un sens ni dans l'autre, n'étant pas au courant. C'est ce que je dis, c'est qu'en principe, les informations devraient circuler le plus possible et chacun pouvoir en tirer ce qui peut l'intéresser. Mais je ne sais pas où ces informations sont restées, qui a pu les retenir, ne pas les donner. Là, je crois qu'on déborde dans le dossier du trou, enfin dans l'autre dossier. Enfin, il y a quand même, je comprends mes commissaires, Oui, il y a pas mal de choses je comprends, ont appris et qui existaient déjà au moment où vous travaillez dans le dossier. C'est alors inacceptable que des personnes qui connaissent ces informations, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas de grande valeur, ne vous l'expliquent pas. C'est pas à eux de déterminer ce qui est important et pas important. Là, vous êtes désigné, vous êtes un juge d'instruction dans le mot, dans le sens plein du mot. Collega Van den Bos. Oui. En fait, ce qui me paraît le plus élémentaire, c'est cette liste de 15 noms, et ce qui me paraît tout à fait élémentaire, lorsque l'on est confronté à cette liste, c'est d'établir si ces suspects ont été sur place. Bon, il n'y a parmi ces suspects qu'un seul suspect dont la mère habite Aubais. Et sans doute n'a-t-on pas établi s'il avait été à Aubais ce jour-là. Or, cela me paraissait tout à fait élémentaire, compte tenu de ses antécédents. Cela, je ne le comprends pas du tout. Cela me paraissait tout à fait élémentaire. Est-ce que ce jour-là, il avait été présent à Aubais? Mais il faut croire qu'on ne s'est pas intéressé à cette question. Et puis, bien sûr, il y avait encore l'autre enquête qui était en cours. L'enquête POSA, oui. Si j'avais pu savoir justement qu'il y avait une enquête posée, qu'il était peut-être surveillé, on aurait peut-être pu vérifier ce qu'il a déclaré, parce qu'il a déclaré qu'il n'y était pas. L'enfant, son épouse allait accoucher à ce moment-là, c'est ce qu'il a dit, donc il s'occupait d'elle, sans souvenir trop précisément de ce qu'il a fait, mais enfin qu'il réparait le chauffage central, enfin qu'il était là parce que son épouse allait accoucher. Mais si j'avais su évidemment qu'il y avait une surveillance à ce moment-là, c'était simple de demander ce jour-là où était-il. Mais le couteau. Où était-il, le couteau? Le couteau, nous n'avons pas de description. Un couteau. Nee, maar het slachtoffer, la victime. Elle n'a pas pu décrire le couteau. Ouais, Elle ne peut pas dire avec un manche noir, blanc, brun. Il n'y a pas de description. Elle ne peut pas donner de description parce qu'il ne faut pas oublier, qu'elle a été chloroformée et qu'elle se réveille au moment. Les prélèvements sur le couteau. Qu'elle se réveille au moment où elle sent une lame. Donc, je veux dire, le couteau. Il s'en sert également au moment où il la prend, où il l'emmène en voiture, mais elle n'a pas pu, on lui a demandé, elle n'a pas pu donner elle ne sait pas. Mais elle avait quand même très vite repris son esprit, puisqu'elle jouait la mort. Et heureusement, c'est ça qui a sauvé sa vie. C'est ça en fait qui l'a sauvée. C'est le fait d'être... Même si elle était chloroformée, je ne m'en doute pas, elle s'est remise très très vite. Oui. Elle aurait pu donner pas mal de choses qui auraient... Enfin, on devait entreprendre encore des mesures d'instruction supplémentaires à ce moment. Voorzitter, een tweede vraag als u mij toestaat. Monsieur le Président, une deuxième question, si vous le permettez. Zou de onderzoeksrechter iets meer willen laten ingaan op de verhouding tussen de gerechtelijke politie en de magistraten? La juge d'instruction nous parle davantage des rapports entre la police et les magistrats à Charleroi. Elle nous a dit qu'elle était choquée lorsque l'on a évoqué la question de protection
de Dutroux et que des magistrats seraient impliqués. Je puis imaginer que ces propos vous choquent, mais je voudrais, quant à moi, savoir quels sont les rapports entre la police judiciaire et les magistrats à Charleroi, quelle est l'autonomie de la magistrature à Charleroi par rapport à la police judiciaire, et ces contacts sont-ils formels, informels? Est-ce que les portes sont toujours ouvertes ou est-ce qu'elles sont toujours fermées? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'attitude dominante de la part de la police judiciaire? Je pose cette question. Pourquoi? Parce que si effectivement cette fameuse protection concernant Dutroux n'a jamais dépassé le niveau de la police judiciaire, disons le niveau de M. Zico. Je dis bien si, parce qu'il faut examiner la question en profondeur. Eh bien, on pourrait se demander comment il eût été possible de voir comment il pouvait exercer une influence quelconque sur certains magistrats ou sur la magistrature en général à Charleroi. Ou est-ce que c'est pure affabulation et est-ce que c'est le simple produit de l'imagination des journalistes? Temporairement. Monsieur Zico, ce que j'en sais, c'est qu'il intervient ici dans ce dossier parce qu'il est de service. Nee, dan heb je mijn vraag. Mais, vous avez mal compris. Alors, je parle sur le plan général. Quelles sont les relations? Est-ce qu'elles sont spéciales à Charleroi ou non? Non, les relations ne me paraissent pas spéciales à Charleroi. Nous sommes en rapport avec les enquêteurs parce que nous avons, enfin, nous, juges d'instruction, parce que nous avons un dossier. Donc les contacts se font en fonction d'un dossier. Lorsque la police judiciaire travaille pour moi, je rencontre les enquêteurs, soit qu'on se voit dans mon bureau ou ça se fait par téléphone, ou alors s'il s'agit de choses qui, disons, différents devoirs qui ne sont pas particuliers, ça arrive par le courrier. Il y a évidemment des personnes avec qui on peut avoir plus d'affinité que d'autres, comme dans tout rapport humain. Mais je veux dire, vous avez parlé de domination, ça je ne... citer le mot domination, je ne... Domination, ik weet niet hoe het... ik wil... Is er een... Non. En fait, est-ce que les rapports sont tels qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être? Et concrètement, dans le cas de M. Zico, est-ce que M. Zico exerçait un certain pouvoir sur des magistrats à Charleroi? Sur moi, non. Sur les autres, évidemment, je ne peux pas... enfin, je ne le conçois pas. Non, je ne le conçois pas. Ce que je peux vous dire avec certitude, sur moi, non. Pour moi, c'est un enquêteur comme un autre avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans des trafics de voitures. C'est tout. Mais, disons, nous avons des rapports avec la... Enfin, moi, j'ai des rapports avec la police judiciaire, comme j'en ai avec la gendarmerie, avec certains policiers. Ce sont des enquêteurs comme les autres. Sauf que souvent, la police judiciaire, ce sont des domaines plus précis, comme par exemple les crimes de sang ou des affaires financières. Alors, moi, j'ai les mêmes rapports avec la police judiciaire qu'avec tout autre enquêteur. Et M. Zico, à mon sens, n'a pas plus d'aura ni d'importance. Enfin, moi, c'est ce que j'en perçois. Donc, rien d'abnormal là-dessus. Non, moi, il m'est arrivé de travailler avec lui dans des trafics de voitures parce qu'il s'est occupé pendant des années. Il était le spécialiste des trafics de voitures. Ouais. Collega Van Deuzen. Question très brève. Vous nous avez expliqué dans quelles circonstances le non-lieu a vu le jour. Le dossier a été transmis à Neuchâtel. Vous nous avez également dit que lorsque le nom de Dutroux est apparu dans la presse, vous êtes fait la réflexion que c'était là un nom qui figurait dans la liste des suspects éventuels dans le cadre de l'affaire Aubet. Vous venez de nous le dire. Vous avez dit, lorsque le nom de Dutroux est apparu dans les médias, vous vous êtes dit, tiens, cette affaire d'Aubet, le non-lieu, ce nom figurait dans la liste. Alors pourquoi est-ce que, à ce moment-là,
Charleroi n'a pas relancé le dossier, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas dit il faudrait peut-être réexaminer ce dossier puisque soudainement ce nom réapparaît dans des faits similaires? Il faut croire que personne n'a eu le réflexe. Le dossier a été classé parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Et puis, par après, vous nous le dites vous-même, vous entendez ce nom, vous dites ce nom apparaissait dans le dossier Aubé, mais personne ne s'est dit il fallait rouvrir le dossier. Vous n'avez pas pris d'initiative, de contact avec Neuchâtel afin de voir s'il n'y avait pas de nouvelles pistes. C'est ce qui s'est passé. Puisque moi j'ai été contacté dans le cours. Ja, natuurlijk geroepen. Ah oui, oui. Qui a pris l'initiative? Moi je ne peux pas prendre l'initiative, Non. c'est le procureur du roi. Enfin, je suppose que c'est le procureur du roi. Marchandise. Quand un dossier Ah oui, ça, fait j'ai l'objet bien- d'un non-lieu, Excusez-moi. c'est le procureur du roi qui prend l'initiative de faire une réouverture d'enquête, enfin de remettre à Mais l'information. c'est à cause du fait que M. Boulet l'a contacté. Ça, Oui, mais moi, je à suis Charleroi, pas au personne ne l'a courant. fait avant le contact. C'est que- Quelle est C'est bien votre... le problème. Oui, je crois que M. Vanders a raison. Quelle a été votre réaction comme juge d'instruction lorsque le procureur du roi de Charleroi fait un rapport avec un tas de remarques sur le dossier qui a été enquêté par vous? Vous avez dit il n'a pas raison, c'est faux. Quelle remarque? À un certain moment, M. Marchandise a fait un rapport avec des remarques sur votre enquête au procureur général. Je ne suis pas au courant de ce rapport. Une fois, L'institution nous a dit ça. J'avais posé la question si Lorsque- elle était au courant des réunions du 5 septembre 96 et c'est suite à cette réunion Oui, il y a mais le rapport il n'y a pas pour le- seulement la réunion, il y a Oui, le rapport du procureur du roi Marchandise. personne ne m'a jamais demandé la moindre explication à aucun moment. Personne ne m'a parlé de ce dossier à aucun moment. Les seules informations que j'ai pu avoir, parce que je voulais en avoir des informations, c'est parce que je les ai demandées. Donc le rapport fait par M. Marchandise, il ne m'en a pas parlé, il ne m'a pas fait de commentaire à ce sujet. On m'en a plus parlé. Et moi, je sais, j'ai su rapidement, parce que j'étais de service, j'ai su rapidement que le dossier ressortait. Parce qu'on a parlé du trou, je ne savais pas si c'était à cause du trou ou à cause de Zico, puisque on va parler de Zico aussi. Quand on m'a dit on cite Zico, comme je savais qu'on citait du trou, bon, je ne savais pas si c'était pour Zico, pour du trou. Mais par quel acte Je ne juridique savais rien. l'enquête Mais a je été... savais que le dossier ressortait. Oui. Par quel acte juridique l'enquête a été réouverte? Par quel acte juridique? Ça, Le procureur du roi le procureur du roi peut décider de Charleroi? Oui. de Charleroi. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas très bien, saisi parce que j'ai toujours cru que le dossier était à Neuchâtel, en fait. Comme je n'ai pas été tenu Oui. au courant et que l'on m'a dit ce dossier doit partir Oui. à Neuchâtel, on le cherchait en urgence un week-end. Oui. Donc je me suis dit, bon, comme il est question du trou, Oui. ce qui paraissait quelque peu... Qui a Enfin, pris- normal, comme je sais qu'ils ont vérifié tout dossier, d'ailleurs concernant peut-être Zico et du trou, j'ai cru que ce dossier partait à Neuchâtel. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, enfin maintenant, comme on continue à parler de cette affaire d'Aubé, je me suis dit, bon là, moi je veux une copie du dossier, parce que je n'avais pas de copie, on n'a jamais de copie d'un dossier. Alors j'ai dit, moi, il faut que je trouve une copie de ce dossier. Alors je me suis renseignée à droite à gauche. J'en ai parlé d'abord à mon chef de corps qui est le président. Et puis j'ai demandé à M. Marchandise. Mais j'étais persuadée que le dossier était à Neuchâtel, en fait, par ce qui en a été dit. Et comme M. Bourlet a tenu des propos, certains propos à Mme Lickendal, où il parle clairement de ce dossier. Donc j'en ai donc déduit que c'était un dossier qu'il connaissait bien, puisqu'il faisait des commentaires à ce sujet. Et j'ai constaté qu'en fait le dossier était toujours à Charleroi et que l'information était continuée par M. Marchandise. C'était l'initiative de monsieur Bourlet. Là, je ne peux rien vous en dire.
Vous n'avez pas été ressaisi du dossier? Non, 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 je n'ai pas été ressaisie du dossier. Ou un de vos collègues juge d'instruction? Ni un de mes collègues. Ce dossier n'est pas revenu à l'instruction, ni chez moi, ni chez un collègue. À l'information. Oui. Y a-t-il encore un commissaire qui veut poser une question? Si ce n'est pas le cas, Madame Etienne, je vous demanderai de remettre à la commission les documents dont vous avez parlé. Et je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé en les quinzaines, que vous serez invité à venir le signer. Mes chers collègues, waarde collega's, il y a le collègue de Crolly qui, à juste titre, me signale que M. Somville avait dit à un certain moment qu'il voulait donner encore une explication à huis clos. J'avais perdu cela de vue. J'ai demandé à M. Somville de rester à notre disposition. Et puisque ce n'est que sur un point, je demande de le faire immédiatement. Et on reprendra par après à 2h30.